Bienvenue sur Handcast, le podcast du handball en Auvergne-Rhône-Alpes. La Ligora Handball est heureuse de vous proposer des épisodes qui vous permettront de mieux comprendre son fonctionnement, de découvrir des personnalités et des parcours inspirants, mais aussi et surtout de vous divertir autour de cette passion et des valeurs qui nous animent. Le handball, plus qu'un sport, une voie. Bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Joly, un garçon qu'on connaît beaucoup à travers sa carrière de joueur bien sûr, mais aussi grâce à sa belle ascension en tant qu'entraîneur, jusqu'à atteindre récemment l'équipe de France A en tant qu'adjoint du sélectionneur principal, Talent Dutchebaev. Mais Guillaume, c'est aussi quelqu'un attaché aux valeurs du sport amateur et à sa région natale, le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cet épisode, c'est sans détour que nous évoquerons avec Guillaume les grandes étapes de sa carrière sportive, mais aussi de sa vie. Bonne écoute! Allez, on accueille un grand nom du handball français, j'irai même plus loin, j'irai même un grand nom du sport français. Bonjour Guillaume. Bonjour Ludo. Merci d'avoir répondu présent à notre sollicitation pour ce 3e épisode de cette nouvelle aventure Handcast. On sait que t'es bien pris, donc merci beaucoup de ta présence. Et avant de commencer cet entretien, je voulais savoir comment tu te sentais à l'idée de revenir peut-être pour la énième fois sur ton parcours, même s'il évolue sans cesse. Déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir que je réponds à ce genre de sollicitations. Quand on peut le faire, effectivement, l'actualité est un petit peu chargée, mais on va pas s'en plaindre. On aime ça. On parle de handball et voilà, c'est notre passion à tous et je pense que voilà, c'est important de la partager. Grand merci à toi, c'est l'objet de cet entretien. Et tout d'abord, je vais te demander, si tu le veux bien, Guillaume, de te présenter en quelques mots, sans rentrer dans le détail, on aura le temps de le faire, mais qui es-tu, Guillaume Joly ? Qui es-tu ? Un homme simple. Bonjour à tous, Guillaume Joly, j'ai 41 ans maintenant. Et oui, ça passe. Papa de 3 enfants, marié, et voilà, je suis revenu sur la terre de mes origines lyonnaises, après m'être baladé pendant une peut-être quinzaine d'années grâce au handball, et avec la volonté aujourd'hui de transmettre et ma passion et l'expérience que j'ai eu la chance d'acquérir tout au long de ce beau voyage. Top, un homme simple, ça se voit dans ta présentation. Merci Guillaume. Donc tu le disais, t'as 41 ans, t'es né à Lyon en 1985. Quels sont les liens, alors t'en as un peu parlé là, mais que t'as gardé avec la région Aura? Je crois savoir qu'ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Alors après, moi, je suis né d'une famille de handballeurs, hein. Papa et maman étaient dans le handball, donc on peut même dire que je suis né au gymnase. En tout cas, certains, ça va les faire sourire parce que très vite, j'ai été les embêter sur les terrains, puisque mon papa entraînait au club de Tassin-la-Demi-Lune. Quand je suis né, il jouait encore à Villefranche-sur-Saône. Donc voilà, donc très vite je suis allé sur les bords des parquets et puis voilà, profiter de tous ces beaux moments. Et donc effectivement, tout au long de ma carrière, peut-être de ma vie, mon père est toujours resté au club de Tassin, donc j'ai toujours eu des liens avec le club, et puis j'ai toujours gardé des liens avec mes amis, que ce soit mes amis rencontrés sur les terrains ou au pôle avec qui j'ai eu la chance de grandir. Mais en tout cas, voilà, mon cercle est toujours resté ici. D'ailleurs, tu commences le hand tout petit, donc t'en as parlé au club de l'UODL à Tassin-la-Demi-Lune. À quel moment tu comprends que le handball, ça va vite devenir plus qu'un jeu ? J'ai été éduqué dans le jeu, en tout cas, et je me suis efforcé tout au long de ma carrière de vouloir y rester, et je continue de chercher en tant qu'entraîneur à rester là-dedans. Et puis, et je sais pas, je dirais peut-être que quand j'ai commencé les stages nationaux ou quand je suis rentré au pôle espoir, peut-être que c'est là où je me suis dit ou peut-être un peu avant, parce que c'est vrai qu'on a suivi l'aventure des Barjots, en 92, puis en 95, c'est vrai qu'on regardait les matchs, alors il fallait se bagarrer pour voir les matchs. À l'époque, on n'avait même pas les podiums à y couper, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être de ça qu'est née aussi mon envie de faire du haut niveau. Et puis j'ai croisé un homme, Peter Gottsman, qui a joué à Tassin, qui était champion du monde B, international slovaque,
et qui m'a vraiment donné cette envie de me dire allez, il faut que je m'entraîne, il faut moi aussi que j'aille jouer avec l'équipe nationale, j'aimerais être un jour champion du monde. Et je crois que c'est à l'âge de 14 ans ou 15 ans que j'ai dit à ma mère j'ai envie d'être champion du monde, voilà, donc assez jeune finalement. Finalement jeune, et tu le deviendras par 3 fois plus tard, on y reviendra. Et d'ailleurs, on évoquera un peu plus tard l'équipe de France, mais si je fais un bond dans ta carrière, quel souvenir tu gardes de l'appel que tu reçois pour te dire que tu es sélectionné pour la première fois en 2006 avec Claude Onesta? Oh, c'était pas un appel à l'époque, on envoyait un mail. Il y avait peut-être moins de liens. En tout cas, c'est vrai que c'est une sélection que j'attendais puisque ça faisait 3 ou 4 saisons que j'étais plutôt performant en première division. Et quand on est jeune, on est impatient. Voilà. Et puis je me souviens de cet échange avec mon entraîneur Philippe Gardan, qui avait tout de suite voulu me remettre les pieds sur terre et me dire il faut continuer à travailler. Voilà. Voilà. C'était un homme qui était très dur avec moi, avec qui il y a eu parfois des frictions, mais qui a toujours cherché à me pousser au-delà de mes limites et en tout cas dès ce premier appel j'ai senti qu'il va pas falloir se relâcher quoi. Ouais, ça t'a mis tout de suite dans le bain, et puis ça donnera la carrière que tu as eu derrière, sur laquelle on va s'étendre un peu plus. Énorme parenthèse, Guillaume, rien à voir. À l'époque, en 2006, donc première sélection, dans le top 50 en France, t'as plusieurs artistes, et parmi eux, t'as Sean Paul et Diams. T'étais de quelle équipe, toi? Sean Paul et via ma femme un peu Diams. Mais surtout Sean Paul, ouais. Ok, bon, on va maintenant évoquer ton parcours de sportif pro. Alors en club, il y a cette époque dont tu as parlé du petit gars de Tassin, et après tu prends une autre dimension et tu découvres d'autres clubs. Est-ce que tu peux nous raconter ces premiers moments qui t'amènent très vite vers le premier contrat pro? Écoute, à Tassin, je pense que je me suis entraîné avec toutes les équipes, que ce soit garçon ou fille, hein, parce que je passais ma vie au gymnase en fait. Que en fait, voilà, je passais tous les soirs au moins 1h30, voire 3h ou 4h30 dans les gymnases, selon les jours, s'il y avait école ou pas le lendemain. Et puis j'ai entraîné très vite aussi. Dès mon année de 6e, j'entraînais les mini-hands, donc j'avais déjà cette fibre pour être entraîneur. Et puis dès la 6e? ouais, dès la 6e, ouais, j'avais entraîné mon petit frère qui avait 5 ans de moins, et j'avais pris cette équipe-là. C'était assez drôle. J'ai vu l'autre jour des photos de toi entraîneur quand t'as 12 ans. C'est assez marrant, tu vois, avec la petite équipe des tout petits. Mais voilà, donc j'avais déjà cette fibre que certainement mon papa a dû me transmettre. Et puis en fait se pose le choix où je vais à Villefranche, où je vais à Villeurbanne. Parce que je rentrais au pôle, parce que il fallait aller jouer au moins 18 championnats de France. Et puis j'étais du côté de Villefranche parce que mon papa avait joué là-bas, parce qu'il avait été champion de France de N1B là-bas, que finalement j'avais des copains parce que je faisais tous les stages de vacances avec eux. Donc voilà, les liens s'étaient créés plutôt du côté caladois quand j'étais plus jeune. Et puis après j'ai fait un an de moins de 18 et le club avait pas beaucoup d'argent. Et il me propose d'être numéro 2 sur le poste d'ailier droit en deuxième division dès l'année d'après, donc j'avais 16 ans. Et puis je dis ok, avec grand plaisir quoi. C'était un rêve hein, finalement. Et en fait, je devais faire la paire avec un Croate qui n'est finalement jamais arrivé, donc j'ai passé la saison tout seul en deuxième division à ce poste-là. Et au point que je crois que la Fédé avait demandé que je puisse pas jouer 1 heure par match tout le temps parce qu'ils avaient peur que je me blesse, donc je sortais en défense. Enfin bref, c'était un micmac assez drôle. Une saison qui a été riche en émotions parce que je crois qu'on s'est maintenu à la dernière journée, mais forte d'apprentissage. Et puis c'est l'année où le Grand Lyon handball monte en première division. Et du coup, Jean-Pierre Delassette, qui est décédé malheureusement, me propose de venir intégrer le Grand Lyon handball. En fait, le Grand Lyon handball, il l'avait pensé pour notre génération, les 85, parce que son fils jouait dans la sélection avec nous, de ligue. Et il dit purée, c'est tellement bien que vous soyez tous ensemble, j'aimerais vous réunir et qu'on fasse une grande équipe et qu'on puisse faire un club de haut niveau. Donc quand il me propose bien évidemment j'accepte tout de suite, je dis oui, en plus je vais pouvoir jouer en première division. Je rencontre Thierry Perreux qui est ancien ailier droit que j'ai regardé à la télé, donc bien évidemment que j'ai envie d'y aller quoi. Et puis pendant 2 ans je fais mes classes en première division, ça se passe plutôt bien.
À la fin de la deuxième saison, malheureusement, le club descend. Et puis on a dû attendre un petit peu longtemps et finalement au mois d'août, je signais au club de Chambéry. Donc voilà, toute ma carrière dans la Ligue Aura. Et puis après j'ai fait 6 ans avec Chambéry. Effectivement, j'ai été meilleur buteur du championnat la première année, la qualification pour la Ligue des Champions la troisième année. Enfin voilà, il y a tout s'est enchaîné. J'ai découvert la sélection nationale comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, j'ai grandi en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme pendant 6 ans. Et voilà, après mon rêve étant de jouer à l'étranger, ben, j'ai fait le choix de m'expatrier un petit peu. Ok, top. Et du coup, cette année-là, premier contrat pro qui t'attend sur la table, c'est donc Thierry Perreux, t'as dit. Ouais. Pareil, même question que tout à l'heure. Alors, c'était peut-être pas un appel, c'était peut-être un mail, mais comment tu réagis sur le moment? Tu devais être comme un dingue. Non, là c'était un appel parce que Jean-Pierre m'a appelé parce qu'il y avait des liens, on avait fait le comité, la ligue ensemble, on avait vécu des belles aventures, on était vice-champion de France intercomité, on perd en finalité, en demi-finale aux interligues, sachant qu'en plus c'était qualificatif à l'époque, la finale de la interligue se jouait en levé de rideau du tournoi de Bercy. Donc c'était une grosse déception, on avait envie à cœur de vivre cette aventure, et puis on était au pôle, on fait aussi vice-champion de France Interpôle, et on se qualifie pas pour le mondial UNSS, et finalement il me dit écoute, je vais te proposer d'être dans l'équipe de Villeurbanne qui devient le Grand Lyon handball. Voilà, c'est ce dont on a parlé depuis 3-4 ans. Ah bah oui, avec grand plaisir. Et ça s'est fait en fait assez naturellement, puisque la volonté pour moi, elle était d'aller jouer le plus haut et le plus vite possible tout en haut, quoi. Voilà. Et tu sentais que tu avais cette capacité à aller au haut niveau. Enfin, j'imagine que c'était ton ambition, mais Quand tu es jeune, en fait, tu te poses pas tant de questions, tu joues au handball, tu t'amuses. C'est vrai que j'avais la chance du fait que le club de Villefranche avait des moyens limités sur cette année-là, ou qu'ils avaient concentré les moyens sur d'autres postes, de jouer tout le match pendant 1 heure. Donc effectivement, quand ça se passe bien, je crois que j'avais dû mettre une centaine de buts dans la saison, tu te dis ouais, c'est cool. Puis on me demande d'aller au-dessus. Bon, en fait, t'as peur de rien. Tu te dis, oui, si je l'ai fait là, je vais le faire au-dessus. Et puis voilà. Et l'année d'après, tu te retrouves à jouer contre Montpellier, contre Chambéry, voilà. Et puis tu te retrouves à jouer au Palais des Sports à Gerland, à te retrouver avec le logo de l'OL sur le torse. Toi, petit Lyonnais qui est né ici, c'était les grandes années du foot. On avait joué en levé de rideau du football au Palais des Sports de Gerland. Enfin, c'était quand même assez génial quand j'y repense. Et voilà, j'espère que un jour, peut-être, les jeunes lyonnais ou les jeunes de Aura, puisque maintenant mon travail se fait ici en Aura, ils peuvent pouvoir jouer dans sa ville de naissance. Ça donne du sens. Ça donne un sentiment d'appartenance qui est incroyable, et c'est vrai que là on a Chambéry aujourd'hui, on a Cournon qui commence à monter, il y a Valence aussi qui a un projet pour monter, donc voilà, c'est top que les gamins de chez nous, même s'ils sont formés chez nous, ils puissent essayer de jouer sur leur terre, parce que c'est juste génial tout simplement. c'est clair. Et donc, t'étais un fan de la génération Juninho de l'OL? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Et puis j'ai eu la chance de les croiser, parce que comme je te le disais tout à l'heure, on était l'OL s'est mis annonceur officiel via Jean-Michel Aulas. Que on se retrouve dans les vestiaires après le match, qu'on avait gagné contre Chambéry en levé de rideau, on va avoir OL Nice, je me retrouve dans les vestiaires parce que je le Lyonnais. Donc voilà, je les ai croisés un petit peu, on a fêté le titre quand ils ont gagné contre Lens. J'ai de nouveau été avec eux dans les vestiaires, puis à la mairie, Jean-Michel Aulas nous avait invités avec Jean-Pierre. Enfin, c'était des souvenirs juste géniaux, voilà, tout simplement. Incroyable, incroyable. Et donc après, tu l'as dit, tu signes à Chambé pour 6 saisons, tu finis meilleur buteur du championnat pour ta première saison, 2004-2005. Puis tu l'as dit aussi, tu joueras dans 2 pays étrangers, des expériences entrecoupées par 2 passages au club de Dunkerque où tu finis ta carrière. J'ai 2 questions par rapport à ça. Déjà, quel est ton palmarès, Guillaume? Et est-ce que en club, est-ce qu'il te satisfait? J'ai été beaucoup pouli d'or en club parce que Chambéry à l'époque il y avait Montpellier avec tous les internationaux, et malheureusement on a été beaucoup deuxième. On n'a même pas réussi à gagner une coupe, on a perdu à chaque fois en finale. Enfin bon, c'était assez triste de pas avoir réussi à gagner un titre avec Chambé, parce que j'étais quand même très accroché avec le club, avec Boule, avec Alain, avec Mario, avec Lolo. Enfin voilà, il y avait un groupe de joueurs qui faisait aussi qu'on avait envie de gagner un titre ensemble, qu'on a malheureusement jamais réussi à attraper.
Et puis mon palmarès en club, c'est une coupe de la Ligue et un titre de champion de France avec l'US Dunkerque, voilà. Et peut-être c'est un très beau titre, ce titre de champion de France, parce que c'est le seul, d'ailleurs, c'est le dernier, hein, qui a battu le grand PSG et son hégémonie et sa pléiade d'internationaux. Donc, on avait une belle bande de copains à cette époque-là, et ça fait voir que parfois les valeurs humaines, elles peuvent surpasser les millions et le potentiel sportif. Donc, c'était une très belle histoire. D'ailleurs, on a toujours des liens avec une grande partie de ce groupe-là, et quand on se croise, c'est toujours avec grand plaisir qu'on échange et qu'on se remémore un petit peu cette folle aventure. Ouais, puis t'as parlé de Poulidor, mais t'es né en 85, Bernard Hinault gagne, c'est le dernier Français qui gagne le Tour de France, et on va voir aussi que t'as eu des belles réussites au niveau de l'équipe de France, que je crois savoir que tu n'as eu que des médailles d'or dans les compètes dans lesquelles tu t'es engagé. Et non, 6 sur 7. 6 sur 7. L'Euro en Serbie 2012, on a perdu, on s'était fait sortir en poule. C'est l'année où il y avait 2 compétitions, et finalement peut-être qu'on a gagné la plus belle parce qu'on avait gagné les JO au mois d'août, et que peut-être si on avait gagné l'Euro, est-ce qu'on aurait été capable de gagner les JO? On le saura jamais. En tout cas, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre et de partager cette belle aventure avec la génération des experts. C'était une folle aventure parce que je me retrouve en 2009. En fait, je rentre en équipe de France en 2006. J'en sors en décembre 2007, juste avant l'Euro 2008 et les JO, où Claude fait le choix de prendre Cédric Paty. Et donc on se dit ça risque d'être compliqué. Puis je reviens en janvier 2009. Et puis finalement, je gagne effectivement ces 6 médailles d'or. Donc c'était chouette de partager cette aventure. C'était juste incroyable. On est passé par plein d'émotions, et puis jouer avec tous ces grands noms du handball français, et c'était juste incroyable. Je pense que on parlait tout à l'heure du petit garçon de Tassin. Les rêves ont été largement dépassés, et puis on a pu faire de belles de se créer de beaux souvenirs, en tout cas, et une belle expérience. Donc c'était assez chouette. Ça, on reviendra sur l'équipe de France tout à l'heure. Après, tu fais preuve de modestie qui te caractérise, mais tu as largement contribué aussi à ton niveau, à tous ces succès-là, et t'as rien à envier à plein d'autres joueurs français. Donc, merci Léo. Et si je reviens sur ta période en club, donc à l'étranger, tu joues en Espagne, puis en Allemagne, donc respectivement à Valladolid et à Wetzlar. Tu as beaucoup évoqué les bienfaits de ces expériences au niveau handball. Tu as mis en avant notamment plusieurs fois dans des interviews la dimension tactique espagnole qui t'avait impressionné. Mais plus largement en tant qu'homme, qu'est-ce que t'en as retiré? L'autonomie, les langues, plein de bonnes choses? Ouais, plein de bonnes choses. Je pense que s'il n'y avait pas eu la crise économique en Espagne, je serais jamais revenu. Déjà, il faut quand même qu'on se le dise. J'ai vraiment adoré, et que ce soit la vie sur et en dehors du terrain. Ces 2 ans, effectivement, elles m'ont changé en tant que joueur, parce que la rencontre avec Juan Carlos Pastor a été une découverte incroyable, et ça m'a permis de vachement me questionner sur quelle était mon approche professionnelle, Il m'avait dit, quand j'ai signé chez eux, que si j'étais capable de descendre de 5 kilos de mon poids de forme, je serais aux Jeux Olympiques en 2012. Voilà. Tu l'as fait? Et du coup, je l'ai fait, bien évidemment. Et j'ai été aux Jeux Olympiques de 2012. Donc, non, c'était une belle, 2 belles années. C'est vrai que la première année, je suis plutôt performant, et la deuxième, quand je commence à me mettre pour le poids de forme pour les Jeux Olympiques, je suis très longtemps meilleur buteur de la Liga Asobal. Donc on a battu le Barça, battu l'Atlético Madrid. Malheureusement, on n'a pas réussi à ramener une coupe, mais on a fait 2 finales, on a fini 3e du championnat. Enfin bon, c'était chouette comme aventure, et en tant qu'homme, effectivement, apprendre une autre langue. Effectivement, je rêvais d'Espagne quand j'étais plus jeune, parce que ça passait sur AB Sport, et que j'avais la chance d'aller chez le président de Tassin qui avait le câble, lui, et de regarder les matchs de temps en temps. Mais regarder Pamplune avec Jackson, avec Ivano, c'est des joueurs aussi que j'ai eu la chance de croiser après, et c'était chouette cette expérience à l'étranger.
Et après, en tant qu'homme, bien évidemment, parce que c'est la période où j'avais pas d'enfant, qu'on était tous les deux avec ma femme et qu'on a pu profiter, voilà, de la vie espagnole, de pouvoir aller manger en terrasse, de se poser. Et c'est vrai que de se lever 300 jours dans l'année avec le soleil, même s'il fait un peu frais, et ben pour le moral c'est top. Et puis voilà, j'avais cet objectif d'aller aux Jeux Olympiques, donc j'étais totalement concentré sur mon sur mon sur mon projet. Et puis il y a eu un de mes copains qui s'est fait mal au genou, qui a eu une infection, qui a pas pu continuer sa carrière, qui derrière a perdu un enfant. Donc ça m'a aussi permis de relativiser vachement la vie du handball et de prendre du recul. C'est vrai que en France, on se met beaucoup de pression sur le résultat, sur la volonté de toujours performer, surperformer. Et là-bas, effectivement, ils prenaient les choses avec un petit peu plus de recul. Effectivement, on travaillait, on se donnait le maximum de chances pour aller au match, mais que le match, voilà, ça devait être une fête, que ça devait être quelque chose qu'on prenait avec le sourire et qu'il fallait se donner le maximum et chercher à gagner, bien évidemment, qu'il y a des enjeux financiers, mais que après, une fois qu'on avait donné le maximum, on pouvait prendre un peu de distance. Et voilà, ces événements dans la vie m'ont aidé aussi par la suite à me dire, ok, c'est que du handball et on a la chance d'être en bonne santé, d'avoir nos proches aussi en bonne santé, et il faut en profiter et voilà, et continuer à ce que ce soit un jeu comme on me l'a appris quand j'étais plus jeune. C'est clair, ouais, plus important dans la vie et cette culture-là aussi, t'as appris plein de choses. Et tu Voilà. parlais de Juan Carlos Pastor, il avait un parcours dingue, ce mec-là, non? Ouais, c'est vrai que c'était incroyable. C'est Monsieur Handball de l'Espagne, ça a été le pionnier du système espagnol actuel qui est un peu vu partout. C'est un ancien prof de physique, Maths? Physique? maths physique, et qui était très sur le calcul, sur le jeu, et qui était hyper concentré sur l'étude de la vidéo, de comment, et voilà, j'ai découvert plein de choses, et ça m'a transformé. Donc non, c'était génial. Et après, pour passer sur l'épisode allemand, effectivement, c'était un rêve. Je venais d'être champion de France avec Dunkerque, champion d'Europe avec l'équipe de France, et j'avais envie de découvrir la Bundesliga. J'avais 32 ans, donc pardon, j'avais 29 ans, pardon, quand j'y vais. Et effectivement, c'était le bon moment, voilà, pour aller découvrir la soi-disant NBA du handball. Voilà, c'était bien les jours de match parce qu'on a joué dans des grandes salles, parce qu'il y a le côté marketing qui est fait sur les joueurs, parce que voilà. Après, le côté humain m'a déçu, moi qui étais quelqu'un plutôt de centré sur les hommes, sur les projets. Là, j'ai senti que j'étais plus un objet commercial, et voilà, un peu déçu de comment ça s'est passé. Donc voilà, c'était bien de l'avoir vécu, mais c'était bien que ça s'arrête aussi, en tout cas dans cette aventure-là et avec les personnes par lesquelles j'étais entouré. Mais voilà, je le regrette pas parce que j'ai appris aussi une autre langue, et que après on se rend compte que les langues ça sert. Voilà. Donc non, c'était, et puis j'ai appris plein de choses, vivre sous pression, voilà, des choses qui me servent aujourd'hui dans mon métier de tous les jours, et des choses que j'ai envie de transmettre aux jeunes que j'entraîne. Donc non, toutes les expériences sont bonnes à prendre, et familialement, j'ai mon fils qui est né là-bas. Voilà, donc il y a des choses qui me marquent aussi. Et la vie allemande au sens familial du terme était juste extraordinaire. Le président nous avait mis dans des conditions géniales, avec les familles vivaient dans le même immeuble, les femmes pouvaient se mettre entre elles quand nous on partait, les enfants allaient ensemble à la crèche, on les emmenait, elle était juste à côté. Donc il y a eu des côtés qui étaient aussi géniaux. Voilà. Bon, toute expérience est bonne à prendre. Puis comme tu dis, après, tu as pu piocher à droite à gauche pour ta carrière d'entraîneur, même si on va faire la transition avec ça. On parlera de l'équipe de France après, mais du coup, reconversion, mais pas vraiment en fait, puisque tu avais commencé bien avant. Tu as parlé de ta classe de 6e, mais tu as eu d'autres expériences. Ouais, bien sûr. Tu avais une vocation qui a été influencée par ton milieu familial, et ensuite qui a commencé très très jeune. Tu veux nous en parler brièvement? Ouais, c'est sûr que effectivement en 6e j'entraînais. Après j'ai continué à entraîner jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, le temps que je rentre au pôle en seconde. Et puis avec le pôle c'était plus possible, donc j'ai arrêté pendant un bon moment. Par contre, j'ai dû arrêter jusqu'à ce que je fasse ma dernière année à Chambéry en 2005-2006. À ce moment-là,
en 2009-2010. 2009-2010, je viens d'être champion du monde. Je me dis, écoute, il faut que tu commences. J'avais eu un DUT Tech Deco, j'ai arrêté mes cours après pendant 2-3 ans et j'avais envie de faire quelque chose à côté du handball. Ça me manquait d'aller me challenger psychologiquement ou intellectuellement. Et du coup, je me dis, tiens, je vais essayer de passer un brevet d'entraîneur, un BE1. Et puis je me mets sur les moins 18 championnats de France avec un pote à l'entraînement. Et puis voilà, je les entraînais 2 fois par semaine, j'allais les suivre en match et tout. Et puis j'ai obtenu mon BE1, on avait fait une belle aventure, c'était assez drôle, on avait perdu en quart de finale du championnat de France contre Montpellier, et avec un certain Rémi Desbonnets dans les cages. Donc tu vois, comme quoi c'était assez sympa, même si un peu décevant de perdre. Et puis après, en Espagne, j'ai continué. Je venais d'arriver et il y avait quelqu'un au club qui est par la suite devenu un ami, mais qui était l'employé du club et qui entraînait toutes les catégories jeunes. Et je lui dis, écoute, j'aimerais apprendre l'espagnol. Est-ce que tu n'aurais pas une équipe où je peux venir entraîner une fois par semaine avec toi et tout ça? Donc j'entraînais des moins de 16 filles avec lui. Et puis voilà, une fois par semaine, j'allais entraîner des petites espagnoles pendant les 2 années. Et puis après, quand je suis rentré à Dunkerque, par contre, les 2 ans où je suis rentré, j'entraînais pas. Et quand je suis arrivé en Allemagne, voilà, là, c'était, je sentais que j'arrivais à la fin. On avait vu avec la fédération pour passer notre DES. Et puis il me fallait une équipe support, donc j'avais demandé aux Allemands de pouvoir entraîner leurs moins de 17, donc j'ai entraîné les moins de 17 pendant 1 an là-bas, et j'ai fini mon diplôme de DES la 2e année sur les moins de 18 championnats de France de Dunkerque. Donc c'était assez chouette. J'ai fait 2 ans à Dunkerque, une année en région, une année on est monté en championnat de France. On avait été vivre une belle aventure avec les jeunes, et voilà, je savais que c'était ma passion. En parallèle, j'ai organisé des stages tous les étés avec une association que j'avais montée avec mes amis, avec la volonté de pouvoir partager une semaine avec eux, de rendre un petit peu au handball ce qui m'avait donné. Donc je savais que cette vocation-là était la mienne, et donc dans le fil de ma carrière, on a travaillé avec Gilles Malfondé que j'avais eu comme entraîneur au pôle, et avec qui on était resté en lien de voir comment je pouvais rentrer sur la région, et de fil en aiguille, finalement je me suis retrouvé employé par la Ligora, et revenir pour boucler la boucle, entraîner le pôle à Lyon où j'avais été comme joueur. Donc voilà, c'était une reconversion qui était top pour moi, parce que j'avais à cœur de rentrer chez moi et de transmettre aux jeunes joueurs l'expérience que j'avais pu vivre, et voilà, ça a pu se concrétiser, donc c'était plutôt cool. Ouais, un parcours d'entraînement finalement riche, très riche, même pendant ta période de joueur où t'as un peu entraîné partout. Rien de mieux que la pratique aussi à l'étranger, hein, pour y avoir vécu aussi. Il faut foncer, il faut tout de suite te mettre en situation pour apprendre la langue. Donc tu t'es mis aussi, t'es sorti de ta zone de confort aussi, donc c'est top, quoi. Clairement. C'est bien. Et puis tu vois, j'avais pas peur de faire des fautes. J'ai une petite anecdote en Espagne. On avait des casiers, tu sais, chacun avait son casier, et le mien, dès que je faisais une faute, mes copains espagnols écrivaient dessus. Donc à la fin de l'année, il y avait toutes les conneries que j'avais écrit, que j'avais pu dire, tu vois, des traductions littéraires, tu vois, où tu te dis tiens, ça doit marcher, je mets un O ou un A, ça va le faire, et puis ça marchait pas du tout, et du coup ils se foutaient de ma gueule. Mais en tout cas, j'avais pas cette peur de me tromper, et je pense qu'effectivement pour apprendre les langues, il faut pratiquer, il y a que comme ça qu'on apprend le mieux. Donc voilà, je me lançais, je tentais des choses, et bon, ça marchait pas tout le temps, mais c'était assez fun finalement. C'est cool. Donc du coup, diplôme en poche, une longue expérience pendant ta carrière de joueur, et puis tu lances ta reconversion, comme tu l'as dit, donc dans notre région, proche de chez toi. Pour nos auditrices et auditeurs, aujourd'hui, tu es responsable donc du site de Lyon, du pôle espoir masculin Aura. Tu as parlé plus communément du pôle. Est-ce que tu peux un peu expliquer en quoi ça consiste, à quoi ressemble une journée type, même si j'imagine qu'elles sont pas toutes les mêmes? Ouais, non, c'est assez divers et varié, et tant mieux, parce que ça me permet de m'ouvrir sur plein de sujets. Différentes missions, effectivement, sur le site de Lyon. Je suis au lycée du lundi au jeudi de 9h à 19h30, grosso modo.
Je gère, j'ai 24 garçons que je gère sportivement, mais aussi scolairement. Donc il y a un petit peu de boulot parce qu'il faut faire le suivi avec les profs, il faut faire les suivis avec l'internat et que c'est un âge où on se découvre par lequel je suis passé. Donc peut-être que ça m'aide aussi parce que c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, voilà. Et puis après j'ai aussi une autre mission sur tout ce qui est la détection. Sur la détection des jeunes talents en lien avec tous les collègues des comités. Donc on suit les intercomités et puis je suis aussi la sélection de ligue. Je gère aussi l'organisation de tous nos stages régionaux avec les différentes sélections des âges. Donc voilà, je m'embête pas, je m'ennuie pas. J'ai la chance de pouvoir échanger avec des collègues de comité, avec des collègues de club, et on essaye de construire un réseau pour que la détection du jeune joueur chez nous soit la plus complète possible. Et je les remercie tous d'ailleurs parce que si on réussit à sortir des joueurs tous les ans, c'est aussi grâce à tout ce réseau et à tous les gens, que ce soit bien évidemment ceux avec qui on est directement en lien, mais aussi plus bas, parce que je suis aussi papa et que maintenant mes enfants malheureusement font du hand et que du coup je suis sur les terrains souvent et que je vois tous les gens qui sont bénévoles et qui s'engagent auprès de nos jeunes et qui font vivre notre sport. Donc voilà, on a la chance d'avoir un sport riche, mais il est aussi dû au fait qu'on a plein de gens bénévolement qui s'engagent dans différents clubs dans notre région et partout en France. Donc voilà, c'est top. J'ai la chance de pouvoir rencontrer plein de gens et j'adore ça. C'est top, mais d'un avis extérieur, tu vois, pour voir un petit peu ta carrière, quelque chose qui me surprend, et tu vas peut-être nous l'expliquer, mais c'est qu'avec ton nom, avec ton palmarès, tu aurais pu très bien aller très vite taper à la porte de grands clubs et aller chercher le haut niveau. Et on sent que tu es dans le partage, tu parles des différents collègues, des ligues, des comités, tu parles aussi, tu vois, des bénévoles. Pourquoi avoir choisi, tu vois, cet aspect, cette casquette formation dans un premier temps? Alors, parce que j'avais déjà vécu 18 ans dans le handball pro, que je m'étais un peu baladé partout et que j'avais la volonté de rentrer chez moi et de plus bouger. Donc en fait, je voulais voir mes parents, je voulais voir mes beaux-parents, je voulais voir les cousins, je voulais que mes enfants puissent grandir avec ma famille. Je voulais pouvoir laisser mes enfants à mes parents, mes beaux-parents pour profiter moi aussi et pas payer de nounou à chaque fois. Voilà. Bref, non, mais tout ça pour dire que j'avais envie de transmettre ma passion et que ce qui avait le plus de sens pour moi, c'est de le faire chez moi pour le donner aux jeunes de chez moi. Voilà. Donc j'avais pas envie de revivre le monde pro avec les contrats, avec les renégociations, les déménagements. Voilà. J'ai donné. D'ailleurs, j'ai donné. Je parle pas au passé. J'ai donné et je ne souhaite pas repartir. Je suis bien chez moi dans notre belle région, donc voilà, j'ai fait en sorte de construire ma reconversion ici chez moi. Ouais, tu parles du monde pro. On a tous en tête la phrase de Kylian Mbappé, là, le foot il a changé. Toi, t'en penses quoi au niveau du handball? T'as quel regard maintenant que t'entraînes à ce niveau-là? Le hand a changé. Je pense qu'il comme Kylian, effectivement, je pense que le sport évolue, mais la société évolue. Et finalement, le sport est le reflet de notre société. Je peux pas dire que c'est bien ou moins bien. Bien évidemment qu'on se reconnaît toujours dans notre génération. Mais les mentalités évoluent, la société évolue, les gens évoluent et je pense qu'il faut s'y adapter. C'est parfois pas simple parce que parfois il y a des décalages entre les générations et que voilà. Après moi je me suis construit avec mes valeurs et je tiens à les transmettre et à quand j'ai un groupe pouvoir les partager. Donc je fais en sorte d'essayer de mettre au devant mes valeurs et voilà, et je pense qu'on doit aussi être ceux qui doivent être dans la transmission de ce qui nous a fait aimer ce sport, même si bien voilà il évolue et est-ce que c'est bien? Je sais pas, j'ai peut-être même pas d'avis à donner. C'est bien parce que ça se professionnalise, parce que les gens peuvent vivre de leur passion et ça, moi qui ai eu la chance de le faire, on peut quand même pas dire que c'est mal. Maintenant, plus il y a d'argent et plus il y a de dérives. On le voit avec d'autres sports et on n'est pas loin derrière. Donc, soyons tous vigilants. Mais dès le plus bas niveau, j'ai des souvenirs qui me reviennent
pas très tard parce que pas plus tard qu'hier j'étais dans les gymnases. Et que oui, il faut qu'on soit tous vigilants à tous les étages, que ce soit quand on est parent, quand on est entraîneur, quand on est joueur, même si les joueurs ils ont peut-être plus de mal. Nous, ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, on doit être là pour veiller à ça, pour que le cadre continue à être gardé et que ce pourquoi le handball est connu, à savoir un sport de valeur et notamment le respect qui est une valeur fondamentale chez nous. Continue à exister et qu'on soit joueur, arbitre, entraîneur, peu importe le rôle qu'on a, on doit tous être en capacité de continuer à vendre le bien vivre ensemble. Ouais, donc t'es pas trop pessimiste. Bien sûr que le système il est ce qu'il est, mais tant qu'on continuera à véhiculer de telles valeurs, c'est vrai que ça continuera à tourner. Hein. Et t'as beaucoup parlé de ta famille. Si je me permets d'aller un peu plus sur la sphère privée, une question qu'on se pose tous, puisqu'on travaille pour la même structure, c'est t'as un emploi du temps de dingue. T'as une famille, t'as parlé de tes 3 enfants, de ta compagne. Comment tu fais pour maintenir un équilibre de vie? Ouais. Est-ce que tu dors la nuit? Je dors et très bien. Je dors et très bien. Non, j'ai cette possibilité que du fait que le pôle les entraînements ne sont pas trop tôt, je peux emmener mes enfants tous les matins à l'école, sauf quand je suis en stage bien évidemment. Et puis le soir, je rentre un peu plus tard, mais on arrive à dîner tous ensemble. Donc ça c'est assez chouette. Et puis voilà, une de mes volontés, c'était de pouvoir banaliser les week-ends pour ma famille. Donc effectivement le vendredi soir et les week-ends, je suis avec eux tout le temps. Et c'est pour ça que j'avais la volonté de pas entraîner en club, au-delà de pouvoir être tranquille sur ma parole, ma liberté de parole et de pas avoir de problème de mise en cause si j'étais entraîneur d'un club. Effectivement, ça me permet aussi d'avoir du temps, de pas avoir les déplacements avec une équipe tous les week-ends, de pouvoir leur donner et leur consacrer ce temps. Et puis j'ai une pause estivale qui me permet aussi de partager des temps avec eux. Donc non, je me plains pas, je fais du handball, le handball est ma passion et tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc voilà, j'en profite un maximum et j'ai pas la sensation d'être loin d'eux, j'habite pas très loin du pôle et que finalement tout s'enchaîne plutôt pas mal. Mais effectivement, les journées sont intenses, on va pas se mentir. Et t'as du temps pour faire du sport ou pour t'adonner à d'autres loisirs ou malheureusement t'es un peu trop centré handball parce que c'est ta passion, c'est ta vie, c'est ton métier? Si, j'essaye. Depuis 4-5 ans, là, on s'est bloqué avec des anciens de Villeurbanne, des anciens handballeurs, on joue un peu au paddle. Effectivement, c'est un peu la mode. Moi, c'est un sport que j'avais découvert en Espagne à l'époque parce que c'était déjà très développé et que j'avais adoré. Donc voilà, on essaie une fois par semaine de se bloquer un créneau et puis c'est vrai que maintenant on a un bel outil au lycée Jean Perrin, donc j'essaye d'aller me faire une séance à la salle de muscu pour essayer de m'entretenir, même si je devrais y aller beaucoup plus parce que mon corps me le demande ou ma femme le demande aussi. Ok, merci Guillaume. Bon, je t'ai quand même pas mal asséné de questions. On va bientôt parler de l'équipe de France. Donc je vais te laisser un peu souffler, mais je vais quand même te mettre à contribution. Je vais te proposer un petit quiz. Un tu préfères. J'attends de toi des réponses les plus sincères possibles, même si je sais que t'es quand même assez entier. Et des réponses courtes ou pas si tu veux développer. Il y a pas de joker, mais il y a pas de piège normalement. Première question. Tu préfères marquer un but en roucoulette à Titi Omeyer ou un Chabala à Niklas Landin? Une roucoulette à Titi Omeyer pour sa réaction après. J'ai entendu dire que tu disais que ça le rendait fou, ouais. Il aimait pas ça mais alors c'était pas souvent, il faut quand même le reconnaître qu'à l'époque Titi était quand même très bon, hein, donc après voilà, c'est juste pour ça, mais sinon battre les Danois c'était aussi assez cool, hein, donc j'ai pas le droit de répondre les deux je suppose, mais bon voilà, non. Je te le dis quand même. Tu préfères le désaxé de Talente Butchebaev ou le tir à l'amble de Guillaume Gilles? Waouh, tu veux des problèmes, toi? C'est pas la même époque. T'es pas obligé de répondre. Non, mais ouais, non, je vais dire Talente parce que je pense que et Gino m'en voudra pas, qu'il a dû faire comme nous tous, c'est-à-dire essayer de faire ces désaxés que personne n'arrivait à faire sauf lui. Donc je vais répondre peut-être Talente parce que tous les enfants de ma génération en tout cas, on s'est tous entraînés à essayer de le faire, c'est évident. Tu préfères être meilleur buteur du championnat de France 2004-2005
Ou, et là on apprend quelque chose aussi sur ta vie, chevalier de la Légion d'honneur, donc remise en 2013 par le président de l'époque qui était François Hollande. Tu sais que j'aime pas ces questions. Je vais dire meilleur buteur parce que c'est du handball et que la politique m'intéresse moyennement. Ok. Je vais continuer. Je vais te mettre dans la difficulté. Tu préfères le jet de 7 mètres de Mika Guigou ou celui de Guillaume Joly? Bah là, je vais être un petit peu égoïste. Je vais dire celui de Guillaume Joly parce que du coup, c'est moi qui le tirais. Guillaume, tu préfères faire une célébration en mode avion, la fameuse, ou boire un coup avec des potes? Ah bah aujourd'hui, je suis plus en capacité de faire la célébration de Guillaume Joly, donc on est tranquille. J'ai envie de te dire boire un coup avec des potes parce que ça permet d'échanger. Cool. Tu préfères porter le maillot bleu ou être sur le banc en tant que coach? Ah, porter, bien évidemment. La vie de joueur est la plus belle, hein, je le dis souvent. Il faut qu'ils en profitent parce que elle est trop courte ou elle est courte. Parce que trop, je pense que chaque chose en son temps. Mais oui, bien évidemment, la vie de joueur est la plus belle, donc porter le maillot bleu. Ok, d'ailleurs, bon, j'arrête de t'embêter avec mes questions, mais on parle souvent de la petite mort du sportif. Toi, tu l'as vécu comment, ce passage, cette fin de carrière là à Dunkerque? C'est jamais simple, hein. De toute façon, c'est dur pour tout le monde. Il faut pas s'en cacher. Après, je pars du principe que plus elle est préparée et plus elle se passe en douceur. Donc moi, effectivement, j'avais eu la chance d'avoir tous mes diplômes pendant que j'étais encore en fonction. Et puis j'avais déjà en fait je suis très vite passé, j'ai arrêté en juin 2019 et je suis rentré à la Ligue au 1er septembre, donc finalement ça s'est passé très vite, même si je pense qu'il m'a fallu encore peut-être 1 an ou 2 pour digérer le fait que c'était complètement fini. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que je m'engage autant auprès des jeunes au pôle pour qu'ils fassent des études, et j'ai envie de te dire, ça va même plus loin, je m'engage auprès des U21 que j'ai eu encore cette année, parce que voir des copains qui sont en détresse ou pour qui c'est pas simple de se reconvertir, parce que ils se disent putain, je suis trop con, j'aurais dû faire des études, ou ils trouvent pas forcément la voie qui leur plaît parce que c'est pas simple, parce qu'on a toujours vécu avec que ça et que c'est là où on a le plus de compétences. C'est dur à voir, donc voilà, je m'engage beaucoup auprès des jeunes pour les sensibiliser sur ça. Je sais que la fédération fait un gros travail. Là maintenant, il y a une cellule de reconversion. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place via l'association des joueurs, beaucoup de sensibilisation, d'aide pour que les gens puissent rentrer en formation. Et donc voilà, je pousse beaucoup pour que les jeunes se forment, même si c'est pas simple, parce que quand on est pro, on a un contrat à aller chercher, on a à se montrer, à chercher à faire les meilleures performances possibles. Il faut pas oublier qu'il y aura un après, parce que on n'est pas le football et qu'on n'aura pas assez d'argent, on pourra pas faire que jouer au paddle. Mais malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire. Et en fait, il faut que voilà, plus c'est préparé, plus c'est facile. Voilà. Merci Guillaume de t'être prêté au jeu du tu préfères. On en a terminé avec cette première partie où on a pu apprendre à te découvrir ou te redécouvrir. On a parlé de ton parcours de joueur en club, ton parcours d'entraîneur et cette vocation que tu as en toi. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour le 2e épisode. C'est déjà la fin de cet épisode de Handcast. Merci à notre invité pour ce moment de partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Handcast sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour un nouvel épisode.